Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, nous allons parler de ce qui s'est passé sur les îles Salomon et comment c'est une bascule dans la stratégie de l'Indo-Pacifique, en tout cas pour la Chine. Donc le 24 mars 2022, un accord de sécurité a été signé entre la Chine et les îles Salomon. Cet accord est resté vague dans son contenu, mais ça a indigné beaucoup de pays occidentaux. Et pour cause, les îles Salomon sont d'une importance stratégique dans l'océan Pacifique et c'est un élément essentiel pour l'Australie. Cet accord stipule que la Chine fournira un partenariat de sécurité dans plusieurs domaines liés au commerce, mais surtout à la sécurité des habitants. Donc, pour revenir un peu en arrière, on va faire un petit historique de ces îles. Donc, les îles Salomon accèdent à l'indépendance en 1978, mais leur structure politique est similaire à celle du Royaume-Uni, avec le Premier ministre qui agit comme le chef de l'État. Ils vont également faire partie du Commonwealth et pendant près de 44 ans, les îles Salomon ont été la chasse gardée des Occidentaux, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont, tout le monde le sait, deux marionnettes au service des USA. Et cette hégémonie, pendant 4 décennies, va changer en 2019, lorsque la Chine établit des relations diplomatiques avec les îles. Les dirigeants des Salomon, notamment le premier ministre actuel, qui s'appelle Manasseh Sogawara, vont devenir pro-chinois. Et les îles Salomon vont même rejoindre les nouvelles routes de la soie. Cependant, c'est pas une île paradisiaque, c'est-à-dire que c'est loin d'être un havre de bisounours où tout le monde se donne la main. La structure de sa société est principalement basée sur les différences ethniques ainsi que les légimes tribales. Et ces dissensions, ces logiques tribales vont faire que les habitants de l'une des principales îles, qui s'appelle Malacca, est constamment en conflit, ils sont constamment en conflit avec les dirigeants et la capitale, qui est Honiara. Et c'est un conflit qui date des années 90, et voilà, il y a toujours eu des tensions, en fait, entre les ethnies de ces différentes îles. Et en novembre 2021, les îles Salomon vont vivre l'une des pires émeutes de leur histoire. Ils n'ont jamais connu de pire. Des soi-disant manifestants pacifiques issus de l'île de Malaita vont se rendre à la capitale, Honiara, et disons que les forces de l'ordre vont ramener l'ordre à leur manière. Et suite à cette brutalité policière, puisque les policiers ont été assez brutaux, assez violents, beaucoup de ces manifestants vont piller la ville entièrement. Et ils vont détruire notamment le Chinatown d'Honiara. Cela sous-entend en fait que c'était vraiment la présence chinoise qui a été visible. Et du côté de la Chine, on considère que ces manifestants ont été instrumentalisés par les Occidentaux pour foutre la merde. Grosso modo, c'est une version de révolution colorée dans l'océan Pacifique. Et pour comprendre ces émeutes et ce micmac général, c'est que jusqu'en 2017, les îles Salomon étaient pro-occidentaux. C'était vraiment aligné sur l'Occident. Leurs relations commerciales étaient principalement avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et surtout, chacune de ces îles pouvait avoir une autonomie. Je parle ici parce que c'est un archipel, donc chaque île pouvait avoir une autonomie relative dans sa diplomatie. Et le gros problème, c'est que Malaita, c'est-à-dire cette île qui pose problème à la capitale, était pro-Taïwan contre la Chine. Et en 2018, la Chine va débarquer et elle va établir ses premières relations diplomatiques avec les îles Salomon. Et les dirigeants des îles sont tout contents puisque il y a du fric qui arrive, il y a des infrastructures, etc. Et dans la foulée, une ambassade chinoise ouvrira à Honiara en 2020. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, 2018-2020, la Chine va conquérir davantage d'influence que les Occidentaux en 3 décennies. Mais pour les dirigeants des îles, c'est tout bénef parce que vous aurez la Chine a promis des nouvelles infrastructures sportives pour les Jeux du Pacifique en 2023, la modernisation de l'université des îles Salomon, l'amélioration de ses capacités policières, etc. On est clairement dans le soft power de la Chine, comme elle a fait dans de nombreux pays. Mais comme Malaita, l'île en question, l'île du conflit, est toujours restée pro-Taïwan, alors là, on comprend mieux les émeutes de 2021. Et c'est là, on peut revenir à ce pacte de sécurité qui a été signé il y a quelques semaines. C'est-à-dire que ce pacte implique
que désormais les îles Salomon sous la protection tacite de la Chine et que l'intervention forcée qui peut prendre la forme d'émeutes ou le genre de bêtises auxquelles nous ont habitués les Occidentaux sera réprimée avec la brutalité nécessaire. Et c'est très important parce que quand vous avez une présence militaire, une influence militaire de la Chine sur les îles Salomon, c'est la merde pour l'Australie, qui ne se trouve qu'à 3200 km. En plus de ça, l'Australie, dans sa débilité profonde, continue de jouer les fous de guerre face à la Chine. Et c'est là où est le problème. Et l'autre gros problème, c'est que les Occidentaux et la Chine ne jouent pas du tout au même jeu stratégique. Le jeu est important dans les stratégies militaires. Comment votre pays combat, quelle est votre mentalité sur un champ de bataille, et même sur les stratégies à long terme, tout ça est important, est influencé par les jeux. En général, si on devait faire un parallèle, les Occidentaux utilisent le jeu des échecs, qui est une guerre basée sur la puissance de votre armement, la puissance de votre position, etc. Ils jouent aussi au poker, qui était par exemple la tactique de Donald Trump, c'est-à-dire que on bluffe en calculant ses risques. Et les Occidentaux jouent également à la boxe, qui est la guerre par la force brute. Et on pourrait même ajouter du côté américain le football américain, qui serait, je dirais même, la parfaite illustration de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'on se blinde autant qu'on peut et on fonce dans le tas. Tandis que de l'autre côté, la Chine joue au jeu de Go dans sa stratégie. Et ce jeu, la manière dont elle le joue, ça influence la culture chinoise, sa philosophie, sa nation et son armée. Donc, petit rappel du jeu de Go, le jeu de Go en version chinoise, qui se nomme Weiqi. Vous gagnez, vous avez la victoire en encerclant votre adversaire. Ainsi, vous avez le plateau de jeu. Le plateau du jeu de Go représente la Terre, puisque comme c'est un jeu qui date de 4000 ans, à l'époque, on pensait que la Terre était plate. Donc, c'est vraiment une stratégie du monde. Les 4 coins du plateau représentent les 4 saisons. Et les pierres blanches et noires, qui sont les pièces du jeu, et elles sont rondes, elles sont toujours rondes, elles représentent l'activité terrestre et la mobilité. Donc, le but, c'est d'encercler votre adversaire et vous déplacer les pièces une par une. Et quand vous tentez de le faire, c'est-à-dire quand vous tentez d'encercler votre adversaire avec ces pièces, alors la forme générale de vos pièces vont prendre la forme de l'eau. C'est liquide. C'est un liquide qui pénètre de manière fluide à travers le territoire de l'adversaire pour l'encercler totalement. Et cet aspect fluide, vous pouvez également le lire dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, qui nous dit que comme l'eau varie son débit en fonction de la forme du terrain, une armée varie sa méthode pour remporter la victoire en fonction de la situation ennemie. Fermez les yeux. Mais la grosse différence entre le jeu de Go et les différents jeux des Occidentaux, c'est que chaque pièce a la même valeur. Aucune pièce n'est plus forte ou plus faible que l'autre. Un pion est un pion, et chaque pièce a le pouvoir de neutraliser l'adversaire. Et dans cet aspect, le mot important, c'est neutraliser. C'est-à-dire que dans le jeu d'échecs, on fait tomber le roi, on le tue. Dans le Go, on encercle l'adversaire en l'immobilisant complètement. L'anéantissement de l'ennemi n'est pas l'objectif dans cette stratégie. Et si vous transportez un plateau du jeu de Go par rapport à ce qui se passe sur les îles Salomon, alors, en gros, vous mettez des pièces noires, par exemple, qui représentent la Chine, l'influence chinoise, sur les îles Salomon, alors vous verrez un joli dessin d'encerclement qui couvre toute la région. Parce que quand le pacte de sécurité a été signé, beaucoup d'Occidentaux se sont inquiétés que le résultat final, la conclusion, sera une base militaire chinoise sur les îles Salomon. Ce qui est très peu probable parce que la seule base militaire chinoise à l'étranger se trouve à Djibouti. Tandis que si vous regardez du côté américain, ils possèdent 750 bases dans plus de 80 pays. C'est pas du tout la même chose. Mais en plus de son influence sur les îles Salomon, la Chine augmente son influence dans toute la région, dans le Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka, avec la reconstruction d'un port qui s'appelle Hambantota. Vous avez le port Gwadar au Pakistan et une base militaire navale au Cambodge.
Et quand vous regardez, vraiment, vous avez un cercle d'encerclement tout autour de l'Asie. Cependant, le fait d'accuser la Chine de mettre la main sur les îles Salomon, c'est non seulement hypocrite et minable de la part des Occidentaux, puisque c'est eux qui ont commencé. Puisque, rappelez-vous, c'est la réponse de la bergère à l'AUKUS, qui est cette espèce d'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis contre la Chine. Et ce qui est le plus lisible dans toute cette histoire, en fait, c'est que les Chinois planifient leur stratégie sur des décennies. C'est quelque chose qui se pense très sur le très long terme. Mais les Occidentaux ont perdu une grande partie de leur capacité d'analyse. C'est-à-dire qu'ils ne font que des réactions. Ils ne font que réagir au déplacement des pions chinois. Le souci, c'est que si vous n'êtes que dans la réaction, dans le jeu de coups, alors vous avez déjà perdu. C'est déjà mort, en fait. Parce que, et pour vous donner un exemple, quand la Chine s'installe sur les îles Salomon, il a fallu attendre février 2022 pour que, à leur tour, les États-Unis ouvrent une ambassade aux îles Salomon. Et après la signature de l'accord de sécurité, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont dépêchés de conclure un accord commercial et militaire avec les îles Fidji, qui se trouvent dans le voisinage. Mais les Fidji sont également courtisés par la Chine. Vous avez également d'autres îles voisines qui sont les Tonga. Voilà. Et Tonga est de plus en plus sous l'œil bienveillant de Pékin. La beauté du système chinois, c'est que comme il n'y a qu'un seul parti, sa stratégie s'étale toujours sur 20 ou 30 ans, alors que les politiciens occidentaux ont toujours les yeux fixés sur leurs prochaines élections. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ces îles. On n'a pas beaucoup parlé dans les médias parce que bon, c'est des débiles profonds. Mais le basculement des îles Salomon aura des conséquences importantes pour la suprématie de la Chine dans l'Indo-Pacifique en cas d'un conflit militaire. Cependant, l'Ouest a encore quelques pions blancs si les pions noirs sont la Chine dans l'Asie, avec l'Inde, avec ce qui se passe aussi au Pakistan. Mais il faut que les dirigeants occidentaux apprennent rapidement les règles du jeu de Go. Non, mais il faut vraiment qu'ils apprennent. Parce que les pions noirs continuent de s'insérer dans leur ligne et ils ne se rendront même pas compte qu'un jour, ils seront totalement encerclés, immobilisés, et donc ils seront battus. Ils seront battus à plat de coups. Parce que c'est pas uniquement une suprématie militaire, vous savez, la suprématie commerciale, économique, culturelle, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur les îles Salomon. Informez-vous sur ce qui se passe dans cette région, parce que c'est important, parce que oui, ça affectera le monde entier. Donc, merci et à bientôt.